C'est parti. Alors, je vais me présenter. Merci évidemment pour la présentation. Très rapidement, l'idée c'est pas de s'éterniser sur qui je suis, mais quelques mots sur moi. Je suis spécialisé sur le cerveau. J'ai fait 2 ans d'études universitaires en neurosciences et en psychologie cognitive. J'ai enseigné 16 ans comme professeur de SVT dans un lycée. Cela fait 10 ans que je forme sur le cerveau et 5 ans que je fais de la recherche au Conseil scientifique de l'éducation nationale sur ces questions du cerveau, de son fonctionnement en termes d'attention, de compréhension, d'engagement, de mémoire de travail dont on va parler aujourd'hui, de consolidation, etc. J'ai une casquette associative, puisque je suis co-créateur et vice-président d'une association qui s'appelle la FSC, Apprendre et former avec les sciences cognitives. Et puis plus particulièrement aussi dans le domaine du bénévolat, je suis membre et bénévole d'une association d'accompagnement depuis 15 ans. Et si je ne suis pas moi-même atteint de M, de Covid long ou d'intolérance systémique à l'effort, je suis aidant et je fais partie des pères fondatrices de la FEMIS, jeune association très dynamique qui nous réunit toutes et tous aujourd'hui pour ce sujet passionnant qui est mieux connaître son cerveau, mémoire de travail et fatigue cognitive. Alors, sur ce thème, une petite précision. Évidemment, on va parler du fonctionnement du cerveau, on va voir ensemble ce qu'est la mémoire de travail, son lien avec la fatigue cognitive. Ce qu'on va dire sur ce fonctionnement-là, c'est quelque chose de global et commun à tout le monde. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse particulièrement à la FEMIS? Eh bien, parce que la fatigabilité étant beaucoup plus importante chez les personnes atteintes de M, de Covid long ou d'intolérance systémique à l'effort, la fatigue cognitive, elle peut conduire à des malaises post-effort. Et donc l'idée pour nous aujourd'hui, c'est mieux comprendre le fonctionnement du cerveau pour finalement trouver des leviers pour soi-même pour limiter cette fatigue cognitive et tenter de limiter les malaises post-effort. Et puis pour terminer sur cette courte introduction, je voudrais aussi repréciser, rappeler que la FEMIS rejette toute psychiatrisation et psychologisation évidemment de la maladie, c'est important de le rappeler. Alors en termes de cadre, pour le temps que nous avons ensemble. Plusieurs éléments que je voudrais rappeler, notamment pour le suivi. Voilà, on va évidemment aborder plein de choses. Vous pourrez revenir sur la conférence à travers l'enregistrement qui sera fait. Vous recevrez également une synthèse de toutes les idées majeures. Donc, en termes de prise de notes, voilà, ça peut être très light. On est vraiment sur comprendre. Posez vos questions, mais vous recevrez un déroulé précis de toutes les idées majeures qu'on va aborder cet après-midi. Pas de prescription aussi dans tous les leviers qu'on va évoquer. C'est à chacune et à chacun de s'en emparer avec son quotidien, avec son niveau d'énergie, avec ce qu'il est possible de faire pour nous. Donc il n'y a pas de prescription, c'est du partage, bien évidemment. Une liberté de parole dans le chat. N'hésitez surtout pas à poser vos questions, à écrire les choses qui vous font réagir, à partager, bien évidemment. C'est un espace ouvert. Un espace ouvert où, bien sûr, on reste dans le non-jugement et la bienveillance. L'idée, c'est de se former, mais d'échanger dans un espace tout à fait agréable, bien évidemment. Une liberté de suivre à son rythme aussi, hein, bien, on va faire une pause au milieu parce que voilà, on va traiter des informations. L'idée, c'est de pouvoir souffler à un moment donné, bien évidemment, de pouvoir se raccrocher à la fois à l'enregistrement et à la synthèse, donc de le faire à son propre rythme. On aura une pause au milieu, comme Pietro l'a annoncé. Donc ça, c'est le cadre. S'il vous va, vous pouvez me faire un petit pouce pour les personnes qui ont une caméra pour me dire que c'est OK pour vous. Un petit plus si vous avez un clavier dans le chat, ça me permet de voir que c'est aussi OK pour vous. Et puis sinon, on va pouvoir y aller. OK, je vois des petits pouces levés, c'est super. Donc, allons-y. Alors, du coup, l'objectif de la conférence, ce sera d'être capable à la fin d'identifier les limites de la mémoire de travail, qu'on va définir bien évidemment, de comprendre son lien, le lien entre cette fonction cognitive et la fatigue cognitive, et puis d'identifier pour soi-même
au moins un levier ou une stratégie à tester dans les jours à venir pour voir si ça peut réduire cette fatigabilité. Donc on va fonctionner en 3 temps. On va d'abord définir ce qu'est la mémoire de travail. J'arrête pas d'en parler depuis le début, donc on va un peu rentrer dans le détail pour voir qu'est-ce que ça représente dans le cerveau. On verra ses limites, le lien avec la fatigue cognitive et puis des pistes concrètes. Et j'espère que le cadre est clair pour tout le monde, qu'il n'y a pas de questions. L'introduction est terminée, donc si tout est bon pour vous, eh bien je vous propose qu'on commence à rentrer dans le cerveau et son fonctionnement. Ah oui, alors commençons avec la mémoire de travail. Donc dans le cerveau, et plus particulièrement sous le front, dans un espace qu'on appelle le cortex préfrontal, eh bien c'est là qu'on va trouver les réseaux de neurones qui forment ce qu'on appelle la mémoire de travail. Alors, qu'est-ce que c'est que cette mémoire de travail? C'est un espace mental, on peut imaginer comme une sorte d'espace vraiment dans lequel il va se passer des choses dans notre cerveau. Et c'est un espace qui va traiter des informations de deux origines différentes. Une première origine, c'est évidemment tout ce qui vient des informations internes. Lorsque, par exemple, je me remémore une information, un savoir sur moi-même ou sur le monde, donc si je vous demande par exemple quelle est la capitale de l'Espagne, si jamais vous la connaissez, je ne préjuge pas, mais si jamais c'est Madrid qui pop dans votre tête, eh bien l'information vient exactement de faire le trajet de la flèche en verte, c'est-à-dire que vous avez récupéré de votre mémoire à long terme la capitale et elle est venue dans votre espace mental, juste là sous le front, dans votre mémoire de travail. Donc tous nos savoirs, toutes nos connaissances, lorsqu'on va réfléchir et les manipuler, vont venir dans cet espace. Elle va aussi traiter des informations en provenance de l'extérieur. En provenance de l'extérieur, et donc là par exemple, je suis en train de parler, vous avez des choses qui s'affichent, ces informations, elles arrivent aussi dans la mémoire de travail. Et la mémoire de travail, elle va permettre de maintenir et de traiter ces informations. C'est là-dedans que le cerveau va traiter ce qui vient de l'extérieur et de l'intérieur, les mettre en lien, le maintenir. C'est dans cet espace qu'on va raisonner, qu'on va réfléchir, qu'on va planifier. C'est donc un espace absolument fondamental. Et c'est un espace qui va donc nous servir à agir. C'est dans cet espace, quand on raisonne et qu'on répond ou qu'on discute, eh bien, c'est grâce à ce qui s'est passé dedans qu'on peut le faire. C'est ce qui nous permet d'agir. Et c'est aussi par cet espace que vont passer toutes les informations qui vont être encodées en mémoire à long terme. Donc, on peut vraiment penser cet espace mental comme un carrefour central entre les informations du monde extérieur et ce que nous avons déjà mémorisé. Et dans cet espace, nous réfléchissons, nous traitons les informations. Normalement, vous êtes complètement en train d'utiliser votre mémoire de travail par rapport aux informations qui vous parviennent actuellement, par rapport aux liens que vous faites. Et si vous retenez des informations, alors vous aurez commencé ce travail d'encodage vers vos mémoires à long terme. Voilà ce que c'est. Elle nous permet donc, cet espace nous permet d'agir, de penser, de raisonner. Alors, Sandra demande: «Mémoire de travail égale mémoire exécutive». Oui, c'est un peu l'idée, on va voir que c'est très limité, donc on l'appelle mémoire de travail parce qu'on travaille dans sa tête. C'est un peu l'idée, hein, qu'il y a derrière le terme mémoire de travail. C'est dans cet espace qu'on réfléchit et elle est assez mal nommée. C'est une excellente remarque parce qu'on va dire mémoire de travail, mais c'est plus un espace de pensée et d'exécution cognitive, plus qu'un espace qui va stocker. Les espaces qui vont stocker sont des mémoires long terme, qui sont pas du tout au même endroit. Au niveau du cortex préfrontal, on va trouver ce qu'on appelle les fonctions exécutives, ce qui nous sert à penser, dont fait partie la mémoire de travail. Mais on va voir que ça n'est pas vraiment un espace qui stocke sur du long terme. Si vous savez que Madrid est la capitale de l'Espagne, ça n'est pas stocké dans la mémoire de travail. C'est stocké dans votre mémoire long terme, la mémoire sémantique. La mémoire de travail, c'est un atelier vraiment où on pense, on travaille mentalement. C'est ça l'idée majeure, effectivement, à retenir sur ce qu'est la mémoire de travail. La deuxième partie est très bien. Mémoire de travail, on travaille avec. Mémoire, c'est pas forcément hyper bien nommé, effectivement. Alors, cette mémoire de travail, elle a deux sous-systèmes assez différents.
Ces 2 sous-systèmes, je les illustre avec les pictos suivants et je vais vous proposer d'essayer de deviner quels sont ces 2 sous-systèmes à partir des pictos projetés. Je vais vous laisser quelques secondes pour essayer d'imaginer quels pourraient être ces 2 sous-systèmes. On prend une dizaine de secondes, je vous laisse les regarder et projeter. Vous n'êtes pas obligé d'écrire dans le chat, hein, vous pouvez le faire mentalement. Si vous avez envie de le faire dans le chat, faites-le, mais sinon, mentalement, c'est OK. Allez-y, prenez quelques secondes et on voit ça ensemble après. Je vois des propositions dans le chat. OK. Alors, je vois que mes pictos vous ont poussé à projeter certaines images, notamment autour de la catégorisation et l'organisation. C'est extrêmement intéressant. Alors, quels sont ces 2 systèmes? Alors, les 2 systèmes, celui de gauche, en fait, c'est un système visuel. C'est un système imagé. En fait, on a un canal qui va traiter les images. Alors moi, j'ai utilisé ce picto, non pas pour parler d'organisation, mais vraiment pour parler de visuel. Là, actuellement, à l'écran, vous avez une information visuelle. C'est un schéma. Il n'y a pas de mots écrits. Lorsqu'il n'y a pas de mots écrits, on est sur du traitement visuel et imagé qui va dans le canal qui est en vert. En revanche, dès qu'il y a des mots, dès qu'il y a du traitement textuel, on est sur un canal qui est beaucoup plus verbal et qui est représenté par le texte écrit en picto sur la partie droite. Donc nos 2 sous-systèmes dans la mémoire de travail, eh bien on en a un qui est dédié aux images et un qui est dédié au texte. Alors attention quand je dis au texte, ça peut être visuel si je lis, mais ça peut être auditif si j'écoute. Actuellement, vous avez les 2 canaux activés. Le canal de droite, le canal textuel s'active par ma voix, parce que vous traitez des informations verbales, et le canal visuel s'active par l'image, dans laquelle il n'y a pas de texte. Voilà les 2 sous-systèmes de la mémoire de travail. Et là, il y a une petite notion intéressante pour nous, c'est que, donc là, si j'illustre, hein, pour bien parler, si je vous dis il pleut, c'est du verbal. Si vous le lisez, c'est du verbal. Si vous voyez une image de pluie, c'est de l'imagé. C'est vraiment la différence entre les deux. Il n'y a pas de texte et de traitement textuel dans le canal visuel. Ce qui fait qu'on peut avoir des informations qui disent la même chose, mais qui sont présentées et traitées dans les 2 canaux. Si je vous dis il pleut et que je vous projette une image de pluie, vous avez un traitement qui s'effectue en mémoire de travail dans les 2 canaux. Lorsque c'est le cas, eh bien, on peut penser quand même la mémoire de travail comme un espace limité. Lorsqu'on utilise les 2 canaux en même temps, c'est un peu plus facile pour la mémoire de travail parce qu'on ne va pas charger un canal en particulier. C'est ce qui est affiché à l'écran où vous voyez bien que j'ai le picto de gauche qui s'affiche avec le texte il pleut. Mais on va avoir un problème si on sursature, c'est-à-dire que si on met plus d'informations dans un seul canal, alors on va avoir un problème de traitement parce que ça fera trop d'informations dans le même canal. Si vous voyez écrit il pleut et que je vous dis il pleut, vous avez 2 fois l'information et les 2 seront traités dans le même canal qui est le canal textuel. Vous allez donc saturer ce canal avec ces 2 informations. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous avez une image associée au texte. Est-ce que les 2 sous-systèmes sont clairs pour vous? Des personnes qui peuvent me faire ouais, super. En visuel, c'est parfait. Ce que je vous vois, top, merci. Et dans le chat, quand vous dites oui, c'est top aussi. C'est parfait, ça me permet d'avoir un petit feedback. Génial. Et puis au passage, j'adore voir des visages. Merci pour celles et ceux qui partagent. En plus, il y a des sourires, c'est génial. Alors, continuons parce que cet espace, donc avec ces 2 sous-systèmes, eh bien, c'est un espace qui a des limites et qui a des limites importantes. La mémoire de travail, elle a 3 limites majeures, qui sont représentées par ces pictogrammes. Encore à vous de jouer. On va essayer de deviner quelles sont ces 3 limites à partir des pictogrammes. On va se laisser quelques dizaines de secondes, comme tout à l'heure. Ça peut être mental, hein, pas la peine d'écrire dans le chat. Juste essayer de projeter quelles pourraient être ces 3 limites. À vous pour quelques dizaines de secondes.
Les propositions arrivées dans le chat. Encore une fois, faites-le au moins mentalement, pas la peine d'écrire, hein. Alors, c'est très intéressant ce qui arrive dans le chat. Alors, ah ouais, des infos intéressantes qui arrivent aussi. Alors, quelles sont ces trois limites? Ah non, Anne-Marie, c'est pas des maths. Alors, quelles sont ces trois limites? Alors, il y a des bonnes pistes dans le chat, effectivement, donc voyons ensemble. Le premier picto, c'est une règle qui indique une quantité. Parce que, effectivement, pour le premier picto, eh bien, la première limite, c'est la quantité d'éléments. La mémoire de travail, il faut imaginer ça comme un espace où on réfléchit, mais c'est un espace qui est limité. Comme un bureau en quelque sorte, et bah, je ne peux pas mettre 50 000 trucs dans mon bureau. Donc, c'est limité en espace et je ne peux pas traiter beaucoup d'informations nouvelles. Alors ça, c'est une vraie limite, hein, parce que expérimentalement, lorsqu'on mesure combien d'éléments différents on peut manipuler dans notre mémoire de travail, avez-vous une idée de ce nombre d'éléments différents? À votre avis, combien d'éléments différents on peut tenir en même temps dans la mémoire de travail? La vente aux enchères est ouverte. Alors, beaucoup. Alors, oh, mais il y a déjà des gens qui connaissent. Ah, intéressant ce que vous mettez dans le chat. Alors, c'est divisé. Il y a des personnes qui parlent d'une limite assez basse. Actuellement, un, oui, effectivement, on peut avoir. Alors, pour les personnes qui sont à moins de 10, vous avez raison. Plusieurs centaines, c'est extrêmement intéressant comme proposition. C'est Iris qui nous propose ça. Parce que la mémoire de travail, non, mais nos mémoires à nous, les mémoires long terme, elles n'ont pas de limite. Là, ça a des centaines, des milliers, c'est bien plus. Mais la mémoire de travail, elle est limitée en quantité et c'est en réalité assez peu. Les recherches disent que c'est globalement entre 5 et 9 éléments différents qu'on va pouvoir tenir en même temps. Élément surtout nouveau, hein. Il faut bien le préciser parce que si je perds l'information en mémoire de travail, mais que je l'ai dans ma mémoire à long terme, alors pas de problème. Je peux le récupérer. Tout à l'heure, on a vu le chemin, hein. On a vu que ce qui est en mémoire à long terme peut venir en mémoire de travail. Donc si j'ai des connaissances, je peux les manipuler. Si je les perds quelques instants en mémoire de travail, je vais les récupérer à nouveau de la mémoire à long terme. Donc, il y a vraiment cette idée que c'est des informations nouvelles. Aujourd'hui, par exemple, si vous n'êtes pas familier du tout à cette notion de mémoire de travail, vous allez potentiellement être en saturation à un moment donné s'il y a trop d'informations en même temps. Voilà pourquoi, sur chaque slide, j'essaie d'être à deux, trois informations, pas plus, pour faciliter le traitement en mémoire de travail. Donc cette première limite, elle est importante et elle est présente tout le temps dès qu'on réfléchit ou qu'on pense. Donc on va retenir pour nous, première limite, la quantité d'éléments que la mémoire de travail peut tenir en même temps. Deuxième limite, et vous avez raison pour les personnes qui ont proposé, ça va être la durée de rétention. On l'a un peu évoqué quand on l'a défini, c'est une mémoire très mal nommée. Pourquoi? Parce que sa durée de rétention est de l'ordre de la dizaine de secondes. Si je ne traite pas les informations, si je ne fais rien de spécial, en quelques dizaines de secondes, elles se vident. Et les nouvelles informations qui arrivent remplacent les anciennes. Donc ça, c'est une deuxième limite extrêmement importante qui fait que pour pouvoir traiter et pour pouvoir manipuler les informations, eh bien, il va falloir agir dessus. Par exemple, les répéter. Alors, ça marche moins bien maintenant hein, de répéter les numéros de téléphone, mais pour les personnes comme moi qui ont connu c'est le moment où il fallait retenir un numéro de téléphone pour le taper. Maintenant, on cherche des noms de famille dans le répertoire numérique, mais quand on faisait ce travail de retenir, eh bien, on faisait de l'auto-répétition. On était complètement dans cet espace mental dans lequel on va effectivement traiter les informations pour les maintenir.
mais c'est coûteux de traiter les informations, et s'il n'y a pas de lien avec ce que je sais déjà, ce sera très vite oublié. Donc deuxième question, on a effectivement un problème aussi dans la durée de rétention. C'est pas très long. Donc c'est normal qu'on oublie ce qu'on vient de nous dire si on continue de traiter de nouvelles informations. C'est pour ça, lorsqu'on enseigne, qu'on s'arrache parfois la tête, mais oui, c'est normal que les élèves oublient au bout de 10 minutes. C'est normal que nos enfants oublient au bout de 10 minutes. Notamment si d'autres informations arrivent, eh bien, l'espace étant limité, les nouvelles remplacent celles qui étaient déjà et on oublie. Donc ça s'appelle mémoire, mais encore une fois, c'est assez mal nommé en réalité parce qu'on voit bien, ça tient pas hyper longtemps dans cette fonction. Donc ça, c'est la deuxième limite. Et la troisième limite qui est représentée par un éclair. Alors, vous avez proposé énergie, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que c'est pas énergie que je voulais illustrer. C'était plutôt l'idée de l'interférence et de la distraction. C'est-à-dire que c'est un espace qui est extrêmement sensible, pour les raisons du dessus, à l'interférence et à la distraction. Je suis en train de faire quelque chose. Mon téléphone a une notification. Je bascule mon attention dessus. Eh bien, ce que j'étais en train de faire, potentiellement, ça disparaît. Donc ça, c'est une troisième limite importante aussi, cette question de sensibilité à l'interférence et aux distracteurs. D'où l'intérêt des routines, effectivement, pour éviter d'oublier ce qu'on est en train de faire. On reviendra dessus parce que, effectivement, les routines, les automatismes, ce sont des super stratégies pour pas perdre le fil de ce qu'on est en train de faire, évidemment. Mais donc, ça nous fait quand même trois limites assez importantes qui sont présentes en permanence, c'est-à-dire que depuis le début de la conférence, vous êtes soumis à ces trois limites. Quantité, durée de rétention, donc potentiellement ce qu'on a déjà dit, c'est oublié, c'est tout à fait normal, bien évidemment, et sensibilité aux distracteurs. Voilà les trois limites de la mémoire de travail. Alors, je vais vous laisser, hop, j'enlève et je vous laisse quelques secondes pour vous remémorer ces trois limites et remettre les mots dessus. À vous pour quelques secondes. Si ça ne revient pas, pas de stress. C'est normal de ne pas arriver à récupérer des informations qu'on vient d'avoir parce que, encore une fois, l'espace est limité et les nouvelles chassent les anciennes. On va les reprendre ensemble. Le premier, c'est pour la question. On peut le retrouver avec le picto. L'idée du picto, c'est de vous fournir un indice de rappel. Donc, c'est la quantité d'éléments qu'on peut tenir en même temps. Le sablier, c'est pour dire que c'est limité en durée, quelques dizaines de secondes si on ne fait rien de spécial avec les informations. Et l'éclair, c'est pour parler des interférences. Donc quantité, durée, interférence, exactement Marianne, c'est ces trois mots-clés qui représentent les limites de la mémoire de travail. Alors, tant que ces trois limites, tant que pardon, ces trois oui, limites, eh bien on ne les rencontre pas, on a finalement un fonctionnement assez équilibré et on arrive à traiter les informations évidemment, qui nous parviennent, si ces 3 éléments ne sont pas actifs tout le temps. Mais si on commence à avoir, beaucoup d'informations qui arrivent, qu'il faut traiter en continu, si on commence à avoir beaucoup d'interférences, à ce moment-là, on va avoir une grosse surcharge cognitive qui va peser et on va sentir cette espèce de poids cognitif quand on va commencer à être en surcharge. C'est une sensation que l'on a, la surcharge cognitive, qu'on ressent vraiment dans sa tête quand c'est too much, c'est trop. Et je l'illustre vraiment avec cette question de balance qui est vraiment déséquilibrée, avec un poids réel qu'on peut ressentir dès qu'on est en surcharge cognitive. Il est possible, j'espère que ce n'est pas le cas, que vous soyez déjà actuellement, on a dit beaucoup de choses, c'est possible déjà de l'être en surcharge cognitive. Mais vous voyez l'intérêt aussi de construire, et là, c'est un vrai, là, c'est ma casquette de formateur qui parle, mais faire des diapos qui soient efficaces d'un point de vue cognitif, c'est-à-dire pas trop chargés, avec des informations qu'on peut traiter, qui sursaturent pas un des deux sous-canaux, eh ben, c'est un boulot en réalité, parce qu'on peut vite saturer les mémoires de travail de nos interlocuteurs et interlocutrices. Donc on retiendra cette dernière notion,
ce dernier mot qui est le mot de surcharge cognitive, c'est lorsque, évidemment, eh bien, toutes ces limites sont dépassées, lorsqu'il y a trop d'informations, lorsque le flux est trop rapide, lorsqu'on n'a pas le temps de traiter, lorsqu'il y a des interférences, lorsqu'on est en double tâche, tout ça va générer un poids cognitif qu'on va pouvoir ressentir et qui va être extrêmement fatigant. Voilà en résumé tout ce que nous venons de dire. Alors, si ça vous va, je vais vous laisser quelques secondes pour essayer de retrouver toutes les informations que nous avons évoquées depuis le début. Et ensuite, on prendra un petit temps de questions-réponses sur ces aspects-là. Je vous laisse quelques dizaines de secondes pour essayer de retrouver tout ce qu'il y a derrière les pictos. À vous. Pas la peine d'écrire dans le chat parce qu'il y en a beaucoup. Faites-le mentalement, ça suffit. Prenez quelques dizaines de secondes. Sinon, patientez tranquillement. On reprend ça dans 20 secondes. Alors, reprenons ensemble. Mémoire de travail, avec son nom, on a ce qu'elle fait, hein. C'est là où on travaille dans sa tête. Si on retient ça, c'est bon. Elle a deux sous-systèmes. Un système imagé et un système verbal. L'idéal, c'est de répartir les informations dans les deux et d'éviter d'en charger un seul. Elle a trois limites, vraiment pénibles, faut dire ce qui est. La quantité d'informations qu'on tient en même temps, la durée de rétention, courte, hein, c'est des dizaines de secondes, pas plus, si on ne traite pas les informations, et tout ce qui relève des interférences et des distracteurs. Lorsque toutes ces limites sont présentes, alors on est dans le cas de la surcharge cognitive qui va venir peser lourdement, et on va même le ressentir, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait expérimenter, cette surcharge cognitive qui va nous faire évidemment à ce moment-là potentiellement décrocher. Ça, c'était la première partie. Alors, y a-t-il des questions dans le chat? Je pense qu'il y en a une ou Alors, deux, je vais me permettre de poser bien sûr. quelques questions sur notamment ce qui vient d'être évoqué. Il a été évoqué le fait que lors de discussions, le fait qu'il y ait plusieurs personnes autour qui puissent discuter à côté génère des difficultés. Et la question était, est-ce que cela est en lien avec la mémoire de travail? Absolument, en partie, puisque on a parlé des interférences. Le cerveau traite automatiquement le langage. Donc déjà, de base, si vous entendez une conversation, même si vous n'y participez pas, et même si ce n'est pas la vôtre actuellement, votre cerveau va traiter les informations. Donc de fait, on va se retrouver dans une sorte de situation de double tâche avec la conversation qu'on a actuellement et les autres qui nous parviennent ou le traitement étant automatisé à nos âges, évidemment, puisque la compréhension de notre langage, elle est acquise depuis très longtemps, eh bien, on va être sur des cas d'interférence et de double tâche qui vont peser et créer de la surcharge cognitive. Ensuite, il y a une autre question qui est sur le fait que, est-ce qu'il suffit que une seule des trois limites soit atteinte pour générer une surcharge? Et oui, et oui, malheureusement, on peut avoir de la surcharge sur une seule des limites. On vient de voir l'exemple de cas d'interférence qui peuvent être pesés très lourds s'il y a plein de conversations en même temps, typiquement dans un restaurant par exemple, où la sonorisation est pas bonne, on peut se retrouver très vite en surcharge cognitive. On peut avoir le cas où on a uniquement la question de la densité, de la quantité d'informations. Typiquement, vous assistez à une visio, il y en a partout sur la slide, c'est énormément de choses, il y a beaucoup d'informations nouvelles, bah là, ce sera que ça. Et puis, on peut avoir aussi vraiment la question de la durée de rétention. Ça, c'est assez typique lorsqu'on a un flux, par exemple, rapide et qu'on n'a pas le temps de traiter. Ça va générer un effet là de surcharge parce qu'on va fatiguer à traiter les informations. Donc on peut avoir des effets qui sont liés à chacune de ces limites. Enfin, une troisième question pour le moment que j'aimerais partager. Est-ce qu'il est possible de travailler ces trois limites et de les augmenter? Ah, ça c'est une excellente question. Peut-on augmenter les capacités de la mémoire de travail? Alors la réponse est
Pas vraiment. Et ça, c'est pas très satisfaisant, mais cet espace, il est limité biologiquement. Donc en fait, en réalité, on ne peut pas vraiment augmenter, par exemple, la quantité d'éléments qu'on peut gérer en même temps. En revanche, il y a des stratégies pour éviter la surcharge cognitive. Par exemple, lorsqu'on parle de quantité d'éléments, disons en moyenne 7. Eh bien, ces 7 éléments, on sature lorsqu'on en a plus de 7 si la mémoire de travail les saisit comme des éléments différents. Si on arrive à les assembler entre eux pour former plus qu'un seul élément qu'elle peut saisir, alors elle va le saisir comme un seul élément et j'aurai toujours de l'espace à côté. Donc les stratégies qui consistent par exemple à regrouper les informations entre elles, à organiser, elles vont aider la mémoire de travail. On ne va pas changer la limite biologique, mais ce qu'on peut faire, c'est que chaque élément peut s'enrichir. Nous, tous et toutes, dans nos domaines d'expertise, on manipule beaucoup d'informations en même temps, mais parce qu'un élément chez nous, c'est déjà un concept élaboré. Quelqu'un qui débute, un mot sera un élément isolé. Donc, il y a des effets, il y a des stratégies pour lutter contre ça. Je partage une expérience assez rigolote à ce sujet. Euh, des chercheurs et des chercheuses ont entraîné alors c'était sur une personne, mais je trouve que l'expérience est assez rigolote, ont entraîné une personne à retenir des séries de nombres. Au bout de 6 mois, la personne pouvait retenir des séries de 80 nombres, sans aucune répétition parce qu'elle avait enregistré et encodé des formes de package un peu de mots, des dates, des séries, qui faisaient qu'elle saisissait des blocs comme ça, et qu'avec l'entraînement, elle avait réussi à augmenter ça. Eh bien, figurez-vous que lorsqu'on a fait la même expérience en lui demandant de retenir des lettres, elle a réussi uniquement à une dizaine d'éléments. C'est-à-dire que tout l'entraînement qu'elle avait fait pour construire des blocs et des unités de sens avec les nombres, eh ben, ce n'était pas transférable. Si elle manipulait autre chose, elle s'est retrouvée avec la même limite biologique. Donc, la limite, on ne peut pas la changer, les limites, on ne peut pas les changer, mais il existe des stratégies qui vont aider à ne pas être en surcharge cognitive. Et donc, il y a une question en fait qui fait une très bonne transition par la suite, qui est est-ce que ces limites sont-elles affectées par la fatigue et de manière générale par la fatigue chronique? Alors oui, bien sûr, On va on en voir. reparlera dans la deuxième partie, mais oui, évidemment, le fonctionnement de la mémoire de travail dépend aussi de son degré de fatigue cognitive. On en reparlera dans la deuxième partie. Du manque de sommeil. Donc il y a des effets. De stress aussi, par exemple, peut venir interférer sur le fonctionnement de la mémoire de travail. Donc oui, absolument, on a des effets qui vont venir perturber son fonctionnement, en plus de tout ce qu'on a déjà dit. Eh ben, je te propose de continuer parce qu'il est déjà 16h35. Absolument. Et comme on a dit beaucoup de choses, on va quand même se poser 2 minutes, si Tout vous à le fait. voulez bien. On va s'arrêter un petit peu. Moi, je vais couper cam et micro pendant quelques... On se donne combien? Combien j'ai, monsieur le 3 président? minutes. 3 minutes. Reprise à 38. On souffle, n'hésitez pas à tout couper. Petite isolation sensorielle et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.
Et rebonjour tout le monde, on est reparti pour la deuxième partie. Donc, maintenant que le concept de mémoire de travail est, j'espère, suffisamment clair et défini, on va voir son lien avec la fatigue cognitive. Alors, quand on parle de fatigue cognitive, il y a deux aspects dans la fatigue cognitive qui sont illustrés par les deux pictos qui viennent de s'afficher. Je vous laisse mentalement essayer de trouver ces deux aspects. Alors, suivant ce que vous avez projeté, à gauche, ça représente le sentiment de fatigue. C'est cette sensation d'épuisement et de manque d'énergie qui apparaît après des tâches cognitives, qui se traduisent justement par une difficulté à poursuivre ce qu'on est en train de faire. On va avoir à ce moment-là des difficultés dans la concentration, par exemple, ou dans la réflexion. Et ça va nous faire arrêter l'activité en cours. C'est d'ailleurs la fonction de la sensation, du sentiment de fatigue, c'est alerter que ça consomme beaucoup d'énergie et qu'il va peut-être falloir changer d'activité. Ça a une vraie fonction pour notre cerveau. Ça, c'est le sentiment de fatigue. Et à droite, c'est vraiment la question de l'incapacité réelle à atteindre ou maintenir une performance cognitive. C'est-à-dire que c'est vraiment lorsqu'on mesure, on va mesurer une diminution des performances cognitives, une baisse d'attention, une augmentation d'erreurs, un ralentissement de la pensée. Donc ça, c'est un autre aspect qu'on peut mesurer expérimentalement. Si on fait des mesures de tâches cognitives, on peut voir qu'il y a une diminution dans la performance. Donc il y a ces deux aspects présents lorsqu'on parle de la fatigue cognitive. Le sentiment qui nous pousse à arrêter à cause de cette sensation qu'on a du manque d'énergie et d'épuisement, et puis l'incapacité à poursuivre des performances cognitives où on peut mesurer là une diminution effective de la performance, ralentissement, augmentation des erreurs, baisse d'attention. Donc quand on parle de fatigue cognitive, on a ces deux aspects en même temps, sensation réelle d'épuisement et du manque d'énergie, et diminution réelle des performances cognitives. Alors, quel est le lien avec la mémoire de travail? Eh bien, le lien et vous allez voir, on va parler de cercle vraiment parce que lorsque la mémoire de travail est en état de surcharge cognitive, eh bien, elle va augmenter la fatigue cognitive. C'est-à-dire que lorsqu'on se trouve dans une situation de surcharge cognitive, la fatigue cognitive va augmenter. Et on l'a un peu évoqué dans la première partie en réponse à une question, lorsque la fatigue cognitive augmente, eh bien, elle va venir impacter négativement le fonctionnement de la mémoire de travail. Et en baissant les limites, en atteignant le fonctionnement de la mémoire de travail, on sera encore plus rapidement en surcharge cognitive. Et si on est plus rapidement en surcharge cognitive, on va à nouveau augmenter la fatigue et on va rentrer dans un cercle vicieux où surcharge cognitive entraîne de la fatigue cognitive et de la fatigue cognitive vient impacter négativement la mémoire de travail. Et on va malheureusement boucler comme ça avec ces deux aspects. Donc le lien, il est là. C'est un lien négatif qui conduit à un cercle vicieux qui va augmenter la fatigue cognitive. Est-ce que sur cet aspect, il y a des questions? Je m'arrêterai là sur le lien entre les deux. J'espère qu'il est suffisamment clair, en tout cas. Il y a une question notamment sur le Ouais. fait d'évoquer donc la fatigabilité et la surcharge cognitive, c'est-à-dire est-ce que finalement cette surcharge cognitive est le seul phénomène cognitif qui peut générer de la fatigabilité Je sais pas si ma question est claire. La question, c'est est-ce que c'est le seul Mécanisme. paramètre qui Ouais. conduit à de la fatigabilité cognitive? Que ce soit dans à travers la mémoire de travail, ça on vient de le dire, mais aussi de manière Ça, c'était générale.
dans des phénomènes type Non, parce que par mémoire. exemple, des effets de sursaturation sensorielle, par exemple, qui sont pas typiquement associés au fonctionnement de la mémoire de travail, peuvent induire aussi de la fatigabilité cognitive. D'accord. Merci Donc, beaucoup. c'est pas le seul paramètre. Alors après, on était sur des questions pas forcément. Tac, tac, tac. J'ai pas d'autres questions spécifiques. Ah si, alors il y a l'évocation du brouillard mental. Donc, le brouillard mental est un phénomène qui porte bien son nom, hein, qui donne cette sensation d'avoir des difficultés d'accès à ses capacités. Parce que ce qu'on observe le plus souvent, c'est que les capacités ne sont pas forcément altérées, mais c'est l'accès à ces capacités qui devient difficile avec l'épuisement, avec la sévérité de la maladie. Pardon. Et la question, c'est euh, est-ce que ce brouillard mental peut générer une surcharge cognitive plus rapide? Alors, la question du brouillard mental, défini comme on vient de le poser là, ça décrit un état à un instant T d'une problématique dans l'utilisation de ces fonctions cognitives. C'est-à-dire qu'à un instant T, sans que les performances globales soient nécessairement atteintes, au moment où on est dans cette sensation-là, les fonctions exécutives à ce moment-là ne sont plus opérationnelles. Donc forcément, ça implique entre autres la mémoire de travail, ça implique d'autres systèmes comme l'inhibition ou la flexibilité cognitive, la planification, qui sont reliés hein, dans le cerveau. Tout ça, c'est à peu près au même endroit, dans ce qu'on a appelé le cortex préfrontal. Et tout ça, c'est ce qui nous permet de penser et raisonner. Il y a la mémoire de travail, mais il y a aussi d'autres fonctions. Et le phénomène de brouillard mental semble là affecter un ensemble de fonctions à un instant T, dont la mémoire de travail. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si c'est en partie clair, parce que notamment après il y a des liens de cause à effet, c'est-à-dire que si ça affecte ces fonctions, ça génère de la fatigabilité, qui C'est ça. génère du coup des difficultés dans ces fonctions, etc. Et enfin une question qui peut retomber dans cette partie-là, euh, c'est une question au niveau donc, de la mémoire de travail sur, il y a un phénomène qui revient très souvent chez les malades et qui commence à être mesuré dans certaines études auprès des orthophonistes, c'est le phénomène du mot sur le bout de la langue. C'est-à-dire, en général, quand il y a une fatigabilité qui arrive, impossible de retrouver ce mot qui est Mhm. pourtant un mot du quotidien. Oui, Donc les alors, tests sont en train de plus en plus de mesurer ça, ouais, puisqu'en fait c'est un phénomène qui se mesure. bien Et la sûr. question est autour du fait que ce symptôme du mot sur le bout de la langue, est-ce qu'il peut être lié à la mémoire de travail? Alors, pas exactement. Le tips on the tongue, ce sentiment-là, il est plutôt lié à une difficulté de récupération en mémoire long terme. Ça, c'est très sensible à la fatigue, la récupération. C'est-à-dire que on sait qu'on le sait. On a vraiment pardon, je le terme anglais, le jugement de savoir. On le sait. C'est quelque chose, on sait qu'on l'a, mais ça ne vient pas parce qu'on n'arrive pas à accéder à l'information. Donc là, c'est plus un problème d'accès, en quelque sorte, à la mémoire long terme, et donc plus un problème de récupération que un problème de la mémoire de travail à proprement parler. Mais cette récupération, elle est très sensible à la fatigue. Donc, c'est tout à fait normal comme association. Merci beaucoup pour la réponse. Je te propose, si c'est OK pour toi, de continuer. Ouais. Eh ben, on va pouvoir discuter sur le petit temps qui nous reste maintenant que tout le monde est expert et experte sur les limites de la mémoire de travail, eh bien, on va voir un peu ensemble différents leviers. Alors, pour cette partie, je vous challenge un peu. Essayez d'identifier quelque chose pour vous que vous pourriez tester comme stratégie pour limiter justement l'impact de ce cercle vicieux qu'on vient de décrire. Vous pouvez bien sûr prendre plus d'une stratégie, mais essayez d'identifier celle qui vous correspondrait le mieux par rapport à vous et votre contexte. Alors on l'a vu, il y a deux aspects, la mémoire de travail et ses limites, et la fatigue cognitive, en lien dans un cercle vicieux. Eh bien, il y a des leviers pour chaque. Il y a des leviers qui vont consister à éviter la surcharge cognitive. Et il y a des leviers qui vont freiner la montée de la fatigue cognitive. Donc, si ça vous va, voyons ensemble quelques exemples de leviers pour l'un et pour l'autre. On va commencer avec la mémoire de travail. Premier levier, pratiquer le monotâche strict. Pour éviter d'être en surcharge cognitive, il faut absolument essayer de limiter le double tâche. Si je fais quelque chose, je ne fais qu'une seule tâche. Si pas le choix,
Heu, eh bien, on va essayer de chercher des pistes, pour voir ce qu'on peut faire. Alors, il y a 3 stratégies, qu'on peut utiliser évidemment. La première, c'est de désynchroniser. Si vraiment on peut essayer de faire une tâche puis l'autre, vraiment planifier de faire les 2 tâches de manière séparée. C'est un peu plus long, c'est vrai, mais ça va éviter la surcharge cognitive. Parce que souvent dans la vie courante, lorsqu'on fait du multitâche, c'est pour gagner du temps. Donc évidemment qu'en creux, il y a la question du temps. Néanmoins, c'est aussi à questionner, est-ce que là, je peux désynchroniser? Si je ne peux pas, des moments où je ne pourrais pas, est-ce que l'une de mes tâches est automatisée? Parce que lorsqu'une tâche est automatisée, elle ne vient pas en réalité saturer la mémoire de travail. Les automatismes et les routines, tout ce que l'on fait sans trop de conscience, ne viennent pas charger la mémoire de travail. Donc, si on peut, on va plutôt faire du multitâche avec une tâche cognitive et une tâche automatique. On va faire en sorte qu'au moins l'une des 2 soit automatisée. Et si on peut pas, parce que parfois on pourra pas, eh ben, il faudra faire en sorte de simplifier les tâches au maximum. Si 2 tâches doivent être conduites en même temps, il faut qu'elles soient le plus simples possible. Voilà 3 moyens lorsqu'on ne peut pas vraiment faire du monotage strict, alors ça revient à désynchroniser. Mais en tout cas, veillez à associer des tâches où une au moins est automatisée et sinon les simplifier. Ça, c'est un premier levier. Un autre levier, c'est limiter les interférences. On l'a évoqué, les interférences, les distracteurs, vont générer de la surcharge. Donc, si on est coupé, par exemple, ne pas hésiter, et quand il y a des interférences, et encore plus lorsque on est soumis à de la fatigue cognitive et à ce cercle vicieux, si une interférence surgit, tout de suite, si on peut, écrire des notes de reprise de l'activité, c'est-à-dire où j'en suis, quelle est ma prochaine action, pour pouvoir repartir. Parce que avec l'interférence, la mémoire de travail va se vider, c'est évident. Donc repartir, ce sera extrêmement coûteux. Donc, petite stratégie, c'est où j'en suis maintenant, prochain pas. Très rapidement, quelques mots-clés, juste pour soi, pour pouvoir repartir de manière plus efficace et moins coûteuse d'un point de vue cognitif en cas d'interférence ou de perturbation. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, évidemment, c'est limiter au maximum ce qui va nous distraire et venir interférer. Ça, c'est un point qui va nous faire visiter notre environnement et notre usage du téléphone. Et ces notifications dont on sait aujourd'hui combien elles interfèrent et combien elles nous distraient. Donc charge à chacune et chacun de voir comment on va gérer ces notifications. Il y a des façons de les gérer. On a des notifications, les push qui apparaissent et qui peuvent être sonores. Et puis il y a les notifications avec juste le numéro sur l'application qu'on va aller regarder quand on le souhaite. Donc, c'est un objet à gérer. Mais la pièce dans laquelle on est aussi, avec le bruit, la lumière, évidemment, est aussi à aller regarder et voir où on peut améliorer. Les personnes aussi qui nous entourent sont des gros distracteurs ou forcément. Donc là aussi, dans les relations et les espaces, comment on va pouvoir préciser et dire, là, pas d'interférence pour moi pendant X temps. J'ai besoin de ne pas être distraite pendant que je suis en train de faire ceci ou cela. Donc là, c'est aussi comment dans l'environnement, avec les personnes, on va aussi construire cette limite, cette stratégie de limite des distracteurs. Ensuite, il y a une stratégie aussi qui consiste à séquencer ces actions. Pour éviter d'être en surcharge, on va éviter d'avoir une grosse tâche en tête, mais plutôt des petites tâches assez simples et puis une liste de ce que je dois faire. L'idée, c'est d'avoir vraiment, de décharger la mémoire en planifiant ce qu'on a à faire. Donc, par exemple, si je dois, je ne sais pas moi, ranger la cuisine, eh bien ranger la cuisine, c'est beaucoup trop large, ça va nous demander en réalité plein de traitements dans ranger la cuisine. C'est beaucoup plus efficace de se mettre le premier pas de ranger la cuisine, c'est vider le lave-vaisselle.
Le deuxième pas, c'est n'importe quoi, trier les déchets. Le troisième, et comme ça, j'ai toute une sorte de petit planning, un micro-planning qui va décharger ma mémoire, qui va, au lieu de tenir cette grosse tâche de ranger la cuisine, qui, faut pas que j'oublie, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et bien ça, on le décharge en planifiant comme ça. Donc on découpe en micro-pas et on sait toujours si on s'arrête où aller derrière. Et si on sent qu'on sature un peu, eh bien on fait une pause. Comme le next step, le prochain pas, il est clair, je peux, si je sature, m'arrêter. Dire là, je souffle, je sais quelle est la prochaine étape. Je viens de vider le lave-vaisselle, je m'arrête un peu et je sais à ma prochaine étape que c'est de trier les déchets, par exemple. Bien sûr, limiter la quantité d'informations que l'on traite. On l'a évoqué, c'est une des limites. Donc tout ce qui permet de limiter la densité permet aussi d'éviter la surcharge. Et là, si on peut externaliser au maximum les éléments plutôt que de les manipuler dans sa tête, c'est mieux. Donc, des checklists, des mémos visibles, des post-it qu'on met quelque part, des applications, c'est à l'écrit, mais ça peut être des petits vocaux qu'on se fait. Là, il y a plein de possibilités, évidemment. Et dernier point que je voulais vous proposer, c'est éviter de saturer les deux canaux en même temps. Notamment lorsqu'on regarde des stories sur Instagram, TikTok, Facebook. Aujourd'hui, elles sont toutes sous-titrées. Ça veut dire que lorsque vous regardez une story, vous écoutez un texte que vous lisez en même temps. Vous saturez avec les deux canaux, avec les deux informations le même canal, ce qui peut conduire à de la surcharge. Donc pour les stories, fermez les yeux s'il se passe rien de spécial et écoutez, ou alors coupez le son, ou alors regardez-le en deux temps, une fois pour le son, une fois pour l'image, mais évitez de lire en même temps ce que vous êtes en train de faire, de regarder. Euh, il me reste que quelques minutes. Alors, pour préciser très rapidement, évidemment, pour limiter la fatigue cognitive, prendre des pauses. Alors, des pauses qui sont des pauses efficaces, c'est-à-dire à faible charge cognitive. Scroller sur les réseaux sociaux, on vient de le dire, si on lit des stories, du texte qu'on écoute en même temps, ce ne sera pas du tout une pause cognitive. Donc à nous de trouver ce qui est pour nous une pause cognitive, où on a un faible traitement de respiration, regarder par la fenêtre un petit peu, s'étirer si besoin, une relaxation, micro-sieste. À nous de trouver, mais il faut que ce soit une faible charge cognitive. Varier les tâches. On l'a un peu évoqué tout à l'heure. Après une tâche cognitive, faites une tâche automatique. Alternez. Cognitif, quelque chose que je fais automatiquement sans cognitif. Puis cognitif, puis pas cognitif. On peut comme ça alterner pour limiter l'impact. Et puis, identifier ces signes de fatigue, être sensible, bien se connaître pour savoir que là, j'ai déjà des signes qui doivent m'alerter et me mettre des règles d'arrêt. Quand je sens que j'ai les yeux qui piquent, il faut que j'arrête. Se construire ses propres règles en fonction de la connaissance qu'on a de soi-même et de ses propres signaux d'arrêt. Et puis, on l'a évoqué, je le redis, trouver un rythme, c'est-à-dire gérer son rythme où le sommeil est important, évidemment, et on va pouvoir aussi planifier du repos parce qu'on l'a dit, hein, la fatigue va générer des problèmes de mémoire de travail, de récupération. Et donc, là aussi, dans les stratégies, tout ce qui relève de pouvoir gérer son rythme, eh bien, ça va aider à limiter la fatigue cognitive. J'ai terminé. Il me reste donc juste une minute pour, à moins qu'il y ait une question qu'on peut prendre avant ma conclusion de quelques secondes. Alors, oui, je vais reposer une ou deux questions et puis je te laisserai conclure. Merci beaucoup, Mhm. Frédéric, pour tout ça, notamment ces stratégies et ces techniques pour minimiser la fatigabilité qui seront donc disponibles dans les fiches de synthèse et à reprendre plus tard calmement et tranquillement. Alors, il y avait parmi les questions, il y en a une que. Alors, attends, excuse-moi, faut que je la retrouve. Ah oui, alors si, je vais faire un petit point d'ailleurs. C'est une question qui demande en fait sur la question des capacités.
en fait, notamment altérée dans le cas de la maladie ou des fatigabilités chroniques. Ou si c'est la mémoire en elle-même et fondamentalement les enfin, les capacités initiales qui sont altérées. Alors je vais te laisser répondre, mais ce qu'on observe souvent, c'est que déjà c'est compliqué à mesurer, parce qu'il faudrait avoir fait des tests avant C'est et ça. après la maladie. Que très souvent tout de même, les gens sont assez surpris lorsqu'ils font des tests neurocognitifs des résultats, parce que souvent les gens ils vont un peu préparer, il y a aussi un intérêt à passer ces tests-là, qui font que les résultats reviennent souvent bons. Et en fait, ce qui ressort de plus en plus dans les études, c'est que c'est pas les compétences initiales qui sont altérées, mais c'est avec la fatigue et la fatigabilité énorme et l'épuisement, à un moment donné, on n'y a tout simplement plus accès. Alors, je sais pas si voilà, tu peux aussi apporter des éléments de réponse. Bah, c'est le cercle vicieux que j'ai décrit, hein. C'est exactement cet aspect de dire que, on a une sorte de cercle qui s'enclenche. La fatigue limite réellement les capacités exécutives du cerveau, pas dans l'absolu, mais à un instant T, la fatigue va générer une diminution dans le fonctionnement exécutif, qui du coup saturera beaucoup plus facilement, ce qui régénérera de la fatigue. Et en fait, en réalité, on ne parle pas des capacités réelles des fonctions exécutives. On parle du fait qu'à un instant T, on n'est plus en capacité de les mobiliser correctement. Exactement. Eh ben, merci, je te laisse conclure. Oui, alors, vous retrouverez, si ça vous intéresse, évidemment, toutes les sources scientifiques. Je me permets de les mettre. C'est tout en anglais, évidemment, hein, mais je vous les mets quand même. Et puis, je voulais vous présenter le document de synthèse que vous aurez. Vous retrouverez tous les pictos correspondant aux apports théoriques ainsi que tous les leviers qu'on a évoqués. Et au recto, une explication, détaillée de tout ce qu'on a pu évoquer. Donc puisque vous l'avez vu tout au long de la conférence, j'ai essayé de ne pas saturer le canal verbal, donc j'ai utilisé beaucoup d'images en même temps que je parlais, mais ici vous retrouverez l'intégralité du texte. Donc vous recevrez ce recto verso que vous pourrez imprimer et revisiter plus tard. N'hésitez pas à vous choisir un petit levier à tester. En tout cas, merci beaucoup. Vous nous retrouverez évidemment en ligne et sur les réseaux sociaux. Merci de votre attention et de votre participation dans le chat. Merci pour les sourires, pour les personnes qui ont pu brancher les cams. C'est toujours extrêmement agréable. Merci à toutes et à tous et une très belle fin de journée.